Salut à tous, moi c'est Yuri et bienvenue dans cette série de podcasts concernant le cours de biologie animale. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les points qu'on abordera. D'abord, donc, on aura une introduction aux mollusca. Ensuite, on aura la classe des céphalopodes, puis la classe des bivalves, la classe des gastéropodes, l'embryogénèse des mollusca ou encore le mollusca archétype, puis les généralités sur les arthropodes, le phylum des arthropodes, la classe des mérostomates, la classe des hexapodes, les deutérostomiens et enfin le phylum des chordés. D'ailleurs, si vous souhaitez uniquement étudier ou réviser un point en particulier, n'hésitez pas à vous référer au chapitrage. Donc je tiens également à préciser qu'il peut être intéressant de suivre le contenu de ces podcasts avec les schémas et images disponibles dans la synthèse tout au long du contenu. Trêve de bavardage, commençons tout de suite avec l'introduction aux mollusca. On a donc deux grandes lignées au sein des triploblastiques. Tout d'abord, on a les deutérostomiens qui sont des animaux dont la bouche n'est pas issue du blastospore embryonnaire mais qui se forment secondairement, d'abord par l'anus. Ensuite, on a les protostomiens qui eux sont des animaux dont la bouche provient directement de l'évolution du blastopore de la gastrula. Ils se divisent en lopotrochozoaires et en ecdysozoaires. Parmi les lopotrochozoaires, on a notamment les annélides, l'opoporates ou les mollusca. Dans cette section, nous nous intéresserons au phylum des mollusca. Les mollusca sont des eumétazoa triploblastiques protostomiens lopotrochozoaires. Parlons alors des caractéristiques générales communes des mollusca. D'abord, ce sont le deuxième plus grand phylum en termes de nombre d'espèces après les arthropodes. Il y a 120 000 à 130 000 espèces décrites, notamment des escargots, les poulpes, les calamars, les bivalves, donc huîtres ou moules, etc. Ce sont des organismes à corps mou et protégés pour la plupart par un exosquelette, carapace de l'escargot, spicule et valve des moules. Le coélome embryonnaire des mollusques forme la cavité péricardique. La cavité générale des mollusques est homologue du blastocoèle embryonnaire. Il y a 3 parties dans le schéma général d'un mollusque, par exemple un escargot. On a la tête, puis la masse viscérale protégée par l'exosquelette, et enfin le pied. Cependant, tous les mollusques ne présentent pas ces caractéristiques. Les bivalves n'ont pas de tête, ou les céphalopodes possèdent en plus des bras. Maintenant, on va parler des caractéristiques générales internes. D'abord, on a la présence d'une râpe dentée au niveau de la tête. On l'appelle la radula. Il y a une exception puisqu'elle est absente chez les bivalves. Ensuite, il y a la présence d'un hémocoèle. La circulation est ouverte, le plus souvent. On a également la présence d'un exosquelette, encore une fois coquille ou valve, puis un manteau sécrétant l'exosquelette, une cavité palléale avec un repli dans le manteau qui contient les branchies. Ensuite, le sang circule dans les lacunes hémocoéliennes. On a la présence d'une ciliature pour permettre le mouvement, les gastéropodes ou l'adhésion. Et la plupart possèdent une larve trochophore qui devient une larve véligère qui présente un vélum. C'est une structure en forme de 8 qui permet à l'organisme de rester en suspension dans la masse d'eau. Les mollusca sont des blastocoéliens, donc hémocoèles pour cavité générale, mais possèdent des coélums, 3 paires, très petits, qui vont se mettre autour du cœur lors de l'embryogénèse. Ils sont non métarisés, sauf exception des monoplacophores. Le groupe dont on parle est arrivé très tôt au cours de l'évolution, lors de la période cambrienne. Par exemple, le bellérophon a existé du Silurien jusqu'au début du Triasique. Les mollusca ont donc plus de 500 000 ans. Il faut savoir que les coquilles des gastéropodes actuels présentent des tours de spire s'effectuant autour d'un axe, alors que pour le bellérophon, les tours de spire de la coquille s'effectuent dans le même plan. C'est une évolution caractéristique des gastéropodes. Certains des gastéropodes sont très connus. Ce sont par exemple les poulpes, les calamars, escargots ou moules. Certains sont moins connus. On a les classes de Codophovéates ou Chaetodermiens ainsi que les aplacophores ou solénogastres. Parlons maintenant de la classe des Codophovéates ou Chaetodermiens. Ceux-ci sont des organismes vivants dans des terriers assez profonds. Il y a environ 70 espèces. Codophovéates car ils possèdent une fovea, un cilion caudal, et Chaetodermiens car ils possèdent des chaetes dans leur derme,
Ceux-ci forment une sorte d'exosquelette composé de spicules, en réalité. Ce sont des organismes fugaces, difficiles à observer vivants. Maintenant, la classe des aplacophores ou solénogastres. Ceux-ci sont des organismes fugaces, difficiles à observer vivants, tout comme la classe précédente. La profondeur de la classe est assez importante. On dit aplacophore car il n'y a pas de coquille ni de valve. Les spicules se trouvent dans les téguments. On dit ensuite solénogastres car leurs gastres sont dans leurs pieds, solènes, dans le sillon ventral. Ce sont des espèces benthiques. Maintenant, la classe des monoplacophores. Les problèmes sont phylogénétiques. Il y a une répétition d'organes montrant une certaine métamérisation. La présence de métanéphridie entraîne la possibilité d'avoir un ancêtre métamérisé. Or, ce n'est pas le cas pour les autres mollusca. On peut supposer qu'un ancêtre métamérisé est à l'origine de tous les mollusques et que la métamérisation aurait disparu pour la plupart d'entre eux. Cet ancêtre métamérisé aurait par exemple pu être un annélide. En effet, on retrouve des similitudes entre annélide et mollusques. Même l'arve de départ, la trochophore, qui devient une métacrophore chez les annélides et une véligère chez les mollusca. Pour les monoplacophores donc, on a 2 genres et 8 espèces. Il y a également un argument supposant l'hypothèse que les mollusques ont un ancêtre métamérisé qui provient du fait qu'une répétition d'organes antéro-postérieurs se fait voir chez les monoplacophores. Abordons brièvement la classe des scaphopodes. On les surnomme les ice cream cones. Il y a environ 1000 espèces et ils se situent dans les sédiments. Enfin, cette classe dispose d'un exosquelette, donc une coquille, en forme de cône à glace dont la tête possède des tentacules, captacules collantes, nourriture. Maintenant, la classe des polyplacophores. Ils sont aussi appelés les chitons. Ils possèdent 8 valves et se nourrissent des organismes benthiques. Ils sont assez grands et peuvent aller jusqu'à 40 cm. Parlons maintenant de la classe des céphalopodes et de ses nombreuses sous-classes. Donc les céphalopodes, c'est environ 650 espèces actuelles et plus de 7000 fossiles. C'est d'ailleurs le groupe des plus grands invertébrés. Les poulpes pieuvres peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Le calmar est le céphalopode le plus grand. Il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long. Céphalopode signifie tête dans les pieds. On a ensuite 2 embranchements parmi les céphalopodes. D'abord, on a la sous-classe des nautiloidea ou tétrabranchiates, notamment les nautiles caractérisés par leur coquille planospiralée particulière. Ce sont des organismes pélagiques prédateurs. La coquille est planospiralée et est un ensemble de logettes séparées par des cloisons. L'animal se situe dans la dernière logette. Le siphuncle est un tissu qui pénètre dans toutes les logettes. Il possède une partie charnue et une partie calcaire. Puis, on a la coupe transversale dans le siphuncle, la nautiloidea. Des échanges se font entre la logette et le siphuncle. Dans la logette, il y a de l'eau et un gaz, surtout de l'azote. La partie calcaire du siphuncle est très poreuse. La logette peut se charger plus ou moins en eau ou en gaz et donc flotter ou coller. Ensuite, on a la sous-classe des Coliodea ou dibranchiates. Dans cette sous-classe, on peut observer plusieurs ordres. Tout d'abord, l'ordre des Belemnoidea, les fossiles. Ensuite, l'ordre des Sepioidea, dont Sepia et Sepiola les sèches. Les sèches sont caractérisées par 8 bras et 2 tentacules, dont 10 structures au niveau de la tête, permettant la capture d'autres organismes. Il y a la présence d'une réminiscence de la coquille, os de sèche. Ensuite, on a l'ordre des Teutoidea, dont le calmar, l'oligo. La coloration chromatophore des calmars, l'oligo, est très particulière. Les calmars ne possèdent pas de coquille, mais une plume de calmar. C'est la réminiscence de leur exosquelette qui a été internalisée. Ensuite, on a l'ordre des octopoda. Les octopodes possèdent 8 bras dotés de ventouses sur face ventrale. La pieuvre ou poulpe, octopus, a totalement perdu son exosquelette. Il n'y a pas de réminiscence. Les poulpes sont de grande taille et vont jusqu'à 10 mètres. Il y a une exception de l'argonaute qui possède 8 bras et une coquille externe, et donc un organisme pélagique. Notons que, en plus de la radula, certains céphalopodes possèdent des becs associés à des glandes à venin.
Enfin, comme dernier ordre, on a l'ordre des Vampyromorpha ou Vampyromorphida. Parmi cet ordre, on a notamment Vampyroteutis. Ce sont des organismes à 8 bras reliés entre eux par une membrane tégumentaire, 2 nageoires de part et d'autre de la tête. Ensuite, 2 fines extensions, filaments de chaque côté du corps, ressemblant à des tentacules très fins, qui montrent l'atrophie de ces tentacules. Ce sont les homologues des tentacules des seiches et calamars. Ce sont des animaux de profondeur, bioluminescents. Ensuite, comme autre sous-classe, on a la sous-classe des Ammonoidea. Ce sont un groupe de fossiles, on a notamment les ammonites. Je vous invite d'ailleurs à vous référer à la page 8 de la synthèse, sur laquelle est disponible un schéma général d'un céphalopode avec sa légende. L'on sait que le pied du mollusque est transformé en bras et tentacules. Tête et pieds sont ainsi regroupés. La cavité paléale est constituée de 2 branchies sur la face ventrale. Le tube digestif avec cavité buccale qui comporte la radula, mais aussi souvent un bec, car ce sont des prédateurs. Ils ont un œsophage, un jabot, qui est une structure accumulant les produits, un estomac et ses glandes digestives, assez grandes, un intestin et un rectum, une panche à encre souvent associée au rectum, l'homologue de la coquille du gastéropode internalisé. Celui-ci disparaît totalement chez le poudre, mais est conservé en plume chez le calmar ou l'os de la seiche. Ce squelette est synthétisé par l'épiderme. C'est très peu calcifié. Ensuite, le système nerveux est composé de ganglions cérébroïdes pleuraux. Le diamètre des nerfs est très grand et ce sont notamment des animaux utilisés pour la neurologie. Le cœur est entouré d'un péricarde, un coelom. Une circulation fermée car ce sont des animaux de grande taille. On a une exception parmi les mollusques. On parle également de métanéphridie ou de gonades indépendantes de la cavité péricardique. Parlons alors de l'évolution des coquilles des céphalopodes. Les coquilles des céphalopodes sont très variées. Elles sont internalisées des fossiles de céphalopodes chez les bélimnites et possèdent un rostre, un phragmocone et un proostracum. Les spirules, donc sèches profondes, possèdent un phragmocone enroulé et ne présentent pas de siphon. Les calamars possèdent une plume en tant que squelette internalisé, cette plume correspondant au proostracum. Les seiches, quant à elles, possèdent un node sèche qui correspond au phragmocone. Les pieuvres ne présentent aucune des 3 structures. On a donc une disparition totale. Mais quel est le moyen de locomotion des céphalopodes ? Les céphalopodes utilisent leurs bras pour ramper et s'accrocher au substrat. Ils utilisent aussi la propulsion. L'eau entre dans la cavité paléale et est ensuite éjectée par le cône, tube, canal ou siphon. L'eau rentre par les côtés de la cavité paléale pour la gonfler et les boutons de pression sont des muscles permettant de régler le diamètre de l'orifice de propulsion. La reproduction des céphalopodes. Le calmar, ordre des Teutoidea, voit ses 2 tentacules devenir des bras ectocotyles, auparavant pris pour un parasite. Il récupère grâce à ceci un spermatophore dans sa propre cavité paléale qui est déposé dans la cavité paléale de la femelle. Les œufs vont être déposés sur le substrat et il n'y a pas de larve. Il y a donc un développement direct. Les céphalopodes sont des animaux gonochoriques à fécondation interne. Le corps adhésif permet l'adhérence du paquet de sperme au niveau de la paroi de la cavité paléale femelle. La circulation des céphalopodes. Cette circulation est fermée. Les vaisseaux font revenir le sang désoxygéné vers les branchies. Il y a la présence de cœurs accessoires à la base des branchies pour permettre la projection du sang désoxygéné. D'ailleurs, le sang oxygéné revient ensuite vers le cœur via 2 vaisseaux. Nous allons maintenant parler de la classe des bivalves. Celle-ci se compose notamment des moules ou des huîtres. Certains bivalves sont épibenthiques. Les moules possèdent une glande bissogène qui produit un bissu qui forme des filaments et qui permettent d'adhérer au substrat. D'autres bivalves sont benthiques. Ils possèdent un ou des siphons, inhalants et exhaltants. Ils possèdent 2 valves, aussi appelées pélécipodes, qui sont un pied en forme de hache. Il y a environ 20 000 espèces de bivalves. Il y a la larve véligère et les bivalves ont pour la plupart évolué vers les organismes endobenthiques fouisseurs
en termes d'adaptation. Le siphon permet les mouvements d'eau via des mouvements de cils au niveau des branchies. Les palpes tentaculaires et les palpes labiaux, quant à elles, permettent de se retrouver sur le substrat. Le système nerveux est fait de 3 ganglions cérébroïdes. L'appareil circulatoire est ouvert. Dans la nature, un parasite peut se mettre entre l'épiderme du manteau qui synthétise la coquille et la coquille en elle-même. Le bivalve réagit en formant une couche de nacre qui forme une perle. Ces perles sont très prisées. On peut reproduire cela en utilisant des matériaux à la place du parasite. Les bivalves sont gonocoriques, sauf l'huître qui est hermaphrodite. Il y a en général une gonade très développée présente dans la masse viscérale et qui est expulsée via le gonoducte pour atteindre la cavité paléale. Notons que la fécondation est externe et donnant naissance à des larves. Notons également que les anodontes sont une exception. La fécondation se fait directement dans la cavité paléale où la larve s'y développe. La coupe transversale dans un bivalve. La cavité paléale y est extrêmement développée. Ensuite, le manteau sécrète les 2 valves. Les cténidies ou branchies servent à la respiration et également à l'alimentation. La coupe sagittale dans un bivalve. Le système digestif est composé d'un œsophage, d'un estomac, d'un hépatopancréas, d'un intestin et d'un anus. Le système nerveux est composé de ganglions viscéraux, pleuraux, pédieux ou cérébroïdes. Le cœur, quant à lui, est entouré d'une cavité péricardique, d'où part une paire de métanéphridies qui débouchent dans la cavité paléale. Du côté de la bouche, on retrouve souvent des palpes qui jouent un rôle dans l'alimentation des protobranches, détritivores. Pour le schéma de la coquille d'un bivalve, je vous invite à vous référer à la page 12 de la synthèse. Les adaptations bronchiales. On retrouve différents types de bivalves. D'abord, on a le groupe des protobranches. Pour celles-ci, il n'y a pas de séparation entre les branchies. Les branchies servent uniquement à la respiration, mais pas à l'alimentation. Ainsi, tous les mouvements d'eau se font via une ciliature. Les protobranches sont détritivores et ne se nourrissent sur le substrat que grâce à leurs palpes labiaux. Les protobranches sont plutôt rares. On a notamment les nucula ou les ioldia. Ensuite, on a le groupe des lamellibranches. Les branchies forment des replis en lamelles qui permettent de séparer la cavité paléale en 2. On a une partie infrapaléale et une partie suprapaléale. Les branchies des lamellibranches servent à la fois à la respiration et à la nutrition. Les lamellibranches sont suspensivores. Les lamellibranches se divisent en filibranches, qui sont des filaments branchiaux, environ une centaine, interconnectés par des cils, notamment le genre pectène ou encore la coquille Saint-Jacques. Les filibranches sont les bivalves les plus courants. Il y a d'ailleurs plusieurs types de cils chez les filibranches. Premièrement, on a les cils moteurs. Leur battement induit l'entrée d'eau dans la cavité infrapaléale. L'eau continue ensuite vers la cavité suprapaléale. Ensuite, on a les cils filtreurs. Ils se situent entre les filaments et laissent passer l'eau et arrêtent les particules. Enfin, on a les cils collecteurs qui, eux, battent à la surface des filaments et dirigent les particules vers les gouttières. Il existe 2 types de connexion des filaments au sein des lamellibranches. En effet, elles peuvent être permises par des cils ou par de l'épiderme. Ensuite, dans le groupe des lamellibranches, on a également les eulamellibranches. Ce sont des filaments interconnectés par des ponts cellulaires, épidermes, présentant des pores pour le passage de l'eau, notamment les anodontes et les huîtres. Les connexions y sont réalisées via l'épiderme, contrairement à ce que l'on retrouve chez les filibranches. Ensuite, on a le groupe des septibranches. Les branchies y sont en fait des septes musculeux. L'entrée de l'eau dans la cavité paléale se fait de manière brutale par dépression dans la septe. Ces organismes sont carnivores. Ensuite, les branchies ont donc à la fois un rôle dans la respiration, mais aussi dans l'alimentation, notamment le genre Cuspidaria que vous pouvez observer en image à la page 14 de la synthèse. Comparaison des photobranches, lamellibranches et septibranches. Les branchies des protobranches servent uniquement à la respiration. Ce sont des organismes détritivores qui se nourrissent grâce à des palpes labiaux. Les branchies des lamellibranches ont un rôle à la fois pour la respiration et pour l'alimentation. Les particules en suspension dans l'eau sont filtrées et amenées jusqu'à la bouche de l'animal.
Ce sont des organismes suspensivores. Les branchies des septibranches servent également à la fois à la respiration et à l'alimentation, mais cette nutrition est très différente dans leur cas. En effet, ce sont des organismes carnivores qui possèdent des septes branchiaux musculeux. Ceux-ci leur permettent d'induire une soudaine et très forte dépression quand une proie approche. Maintenant, la classe des gastéropodes. L'exemple type, c'est l'escargot. On a environ 100 000 espèces dans la classe des gastéropodes, sur un total de 130 000 mollusca. Ils possèdent des branchies déplacées vers l'avant de l'animal. On a 3 taxons, les prosobranches, les opistobranches et les pulmonés. En ce qui concerne les prosobranches, ils représentent environ 70 000 espèces. Ils sont gonochoriques et se divisent en 2 types, diotocardes et monotocardes. Donc d'abord, on a les prosobranches diotocardes. Pleurotomaria, Aliotis, Patella. Ils ont 2 oreillettes, 2 branchies et 2 ménatéphridies. Au niveau de la cavité paléale, il y a les branchies, mais également l'anus, duquel sortent les déjections qui peuvent souiller les branchies. Les ospradies sont des glandes chémosensorielles qui évaluent la qualité de l'eau. Les glandes hypobranchiales accumulent les déjections pour les empêcher de se placer dans les branchies. Cela n'est toutefois pas suffisant pour régler tous les problèmes. Il y a donc tout un ensemble d'orifices de sortie de la cavité paléale pour remédier à ce problème. L'Aliotis, par exemple, possède ces orifices permettant d'éjecter les déjections sans souiller la branchie. Ainsi, le courant rentre dans la cavité paléale, transporte les déjections et ressort par ces orifices situés sur les côtés. Les patelles, quant à elles, possèdent des branchies secondaires dans une petite échancrure pour remédier à ce problème. Les prosobranches diotocardes ont un cœur avec 2 oreillettes, 2 branchies et 2 métanéphridies. Ensuite, on a donc les prosobranches monotocardes. Ceux-ci possèdent un seul rein, une seule oreillette et une seule branchie. Ils peuvent être mésogastéropodes avec 7 dents par rangée. On y retrouve les Littorina, les Pomatias, dulcicoles, les Tritons ou les Cassis. Ils peuvent être néogastéropodes, donc 3 dents par rangée. On y retrouve les Cyprea, Buccinum, Conidés, dont certains sont mortels. Les mésogastéropodes et néogastéropodes diffèrent par la composition de leur radula. On retrouve une comparaison schématique des monotocardes et diotocardes à la page 16 de la synthèse. Les épistobranches. Les branchies y sont retournées vers l'arrière du corps. Ils ont une détorsion du corps à 180 ou à 90 degrés. La cavité paléale est retournée vers l'arrière. Il y a une seule branchie, un seul rein et une seule oreillette, due à la torsion. On y retrouve notamment les aplysies, marins, ou les nudibranches, qui ont une coloration aposématique et possèdent des cératas urticantes. Ils peuvent brouter des cnidaires et récupérer leurs cnidocytes. Ptérobranches, ils ne possèdent généralement pas de coquille. Et leur système reproducteur est complexe. Hermaphrodisme. Enfin, pour ce qui est des pulmonés, leur cavité paléale leur sert de poumon. Ils sont terrestres ou dulcicoles et on y retrouve 2 genres. D'abord les basomatophores, notamment l'Hymnea ou Planorbis qui peuvent servir d'hôtes intermédiaires. Ensuite, on a les stylomatophores, donc Helix, escargot, Achatina, arion, limace. Les stymalotophores ont 2 paires de tentacules et les yeux se trouvent à leur apex. Il y a une détorsion à 90 degrés et une perte des branchies. Les limaces et les escargots sont hermaphrodites. Et voilà donc pour cette première partie du cours de biologie animale. On se retrouve dans la seconde partie si vous me suivez toujours et on commencera par l'embryogénèse des mollusca. Je vous souhaite bonne étude et à la prochaine. Ciao ciao.